Bien, mais maintenant je voudrais revenir à la question scolaire sans quitter pour autant le problème territorial. Je le disais tout à l'heure, et d'ailleurs j'avais tiré ces statistiques de votre livre, Eric Eslasty, intitulé précisément « De la discrimination positive ». Je disais donc que la proportion des jeunes d'origine modeste dans les grandes écoles était passée de 29% au début des années 50 à 9% au milieu des années 90. C'est un chiffre terrible, mais aussi éminemment paradoxal, parce que les années 50, c'était avant ce qu'on nous a présenté comme la démocratisation de l'école. Donc la démocratisation des écoles a échoué. Plus on veut la massifier et la démocratiser, plus on veut la réformer, plus, évidemment, on va dans le sens de la reproduction sociale, des hiérarchies scolaires qui, d'une certaine manière, reflètent toujours plus exactement les hiérarchies sociales. Bien. Mais le problème se corse. Pourquoi ? Il vient de paraître un livre qui devrait vous intéresser dans la prestigieuse collection de la République des idées, un livre intitulé « Le ghetto français ». Et Le Monde, en publiant ses bonnes feuilles, a braqué le projecteur sur ce livre et son auteur, l'économiste Éric Morin. Et ce livre nous dit qu'il faut, justement, il nous dit d'abord, il y a un ghetto français, et c'est beaucoup plus grave que ce qu'on croit. C'est-à-dire, en France, chaque groupe s'évertue à fuir ou à contourner le groupe immédiatement inférieur dans l'échelle des difficultés. Les ouvriers fuient les chômeurs immigrés, les salariés les plus aisés fuient les classes moyennes supérieures, les classes moyennes supérieures esquivent les professions intermédiaires, les professions intermédiaires refusent de se mélanger avec les employés. Comment faire pour résoudre ce problème ? Eh bien, encore une fois, radicaliser la réforme de l'école. Et ce qu'il propose, et bon, on en entend beaucoup parler aujourd'hui, parce que c'est aussi le langage de la commission Tello, une école moins sélective, moins anxiogène, avec des programmes moins lourds et plus concrets, autour desquels pourraient se déployer des scolarités obligatoires, dont le redoublement et l'échec serait quasi banni, comme, dit-il, c'est d'ailleurs le cas chez la plupart de nos voisins européens. Je vous cite ceci, parce qu'il y a un moment pourtant, pour ces élèves, où se posera un moment de vérité, si vous voulez. Sauf à désirer, et là ce ne serait même plus la discrimination positive, que, je ne sais pas, le DEUG, la licence, le DEA et l'agrégation soient considérés comme des droits de l'homme. Si tel n'est pas le cas, il y a un moment où il faut passer un examen. Et qu'est-ce qui va se produire alors ? Les enfants, les élèves, les étudiants issus de milieux défavorisés vont échouer. Les héritiers, eux, vont réussir. Pourquoi ? Parce qu'ils auront bénéficié de l'attention de leurs parents, de précepteurs à la maison, qui auront précisément comblé les lacunes et l'absence d'exigence volontaire de l'école. Donc on trouvera une statistique pire encore que celle que vous allez signaler, et il se trouvera des journalistes, des polytechniciens, des sociologues pour dire puisque c'est pire encore, alors il faut radicaliser la réforme. Et on n'en finira pas, et là je pense à Bossuet, cette phrase célèbre de Bossuet, Dieu se rit de ceux qui dénoncent les maux dont ils persistent à vouloir les causes. Et donc il y a là, me semble-t-il, un cercle pas du tout vertueux dont je crois qu'il faut sortir. Eric Eslasty. Juste un mot, et puis je vais laisser Anne-Marie Le Pourrier répondre. Je ne suis absolument pas d'accord avec les conclusions de la commission Tello. Pour moi, on doit amener l'élève au savoir et non pas abaisser le savoir à la population qu'on a en face de nous. Mais je crois que même là, la discrimination positive a un rôle à jouer. C'est-à-dire que par exemple, dans l'école, réduire le nombre d'élèves par classe est absolument une nécessité. Et qu'est-ce qu'on a fait avec les ZEP ? On a réduit le nombre d'élèves par classe que de 2. Or, on sait bien, lorsqu'on est enseignant, que si on ne baisse pas d'au moins 10 par classe, on n'a aucun effet positif. Donc, continuer à garder des savoirs exigeants, continuer à garder des connaissances nécessaires et importantes pour pouvoir passer des examens, ça suppose aussi de mettre en place une discrimination positive à l'école. Anne-Marie Le Pourrier. Alors là, je reviens là-dessus parce que je crois que c'est quand même très important. D'autant plus que vous défendez, vous, le système de Sciences Po, alors qu'il y en a un autre qui, semble-t-il, est mis en place à l'essai, qui est différent, qui me paraît a priori sur le papier plus séduisant que la dispense pure et simple de concours.
Si on croit ce que vous écrivez, vous nous expliquez qu'il faut dispenser les étudiants qui veulent rentrer à Sciences Po de prépa et de concours, parce que vous nous dites que la dissertation, vous faites une fixation sur la dissertation, est une épreuve de sélection sociale, parce que, dites-vous, elle impose de savoir argumenter, d'avoir une aisance à l'écrit, et vous trouvez que c'est bien de remplacer ça pour les étudiants issus des EP par une simple épreuve orale dans laquelle on testerait leur curiosité intellectuelle, leur aisance à l'oral et leur motivation. Alors, moi j'ai l'impression que là, vous ne faites rien pour amener l'étudiant à franchir l'obstacle, vous lui enlevez l'obstacle. Alors, c'est facile, effectivement, a priori, il rentre dans ces conditions. Mais j'ai l'impression qu'à l'ESSEC, ils ont trouvé une meilleure solution qui consiste, dès la seconde, à accompagner un certain nombre d'élèves de quartier, alors pas forcément des élèves, d'ailleurs, je ne sais pas quel est leur critère de sélection. Ils choisissent un certain nombre d'élèves qui ont vraiment des bons résultats, ils les accompagnent pour leur donner les codes sociaux. C'est-à-dire que là, on ne leur dit pas, vous êtes discriminés par les codes sociaux, on leur dit, il faut les avoir. Qu'est-ce qu'ils appellent? Les codes sociaux, on les amène visiter des musées, on leur apprend, enfin on les éduque. Je suis désolée de dire les choses, mais c'est ça. On leur donne ce qu'il faut. Le musée, c'est autre chose qu'un code social. Oui, le musée, la culture, enfin tout ce dont il manque, et je trouve que a priori, sur le papier, c'est assez séduisant, c'est-à-dire qu'on leur donne ces codes sociaux plus la formation, et ensuite, on les met en prépa, et ils passent le concours comme tout le monde. Ça me rappelle les hussards noirs de la République, ou en Bretagne les curés qui faisaient le même travail. Là vraiment on donne ce coup de pouce, mais surtout on n'apprend pas le passe-droit. Et je crois que si on dénonce des zones de non-droit, etc., il ne faut pas commencer à dire à quelqu'un qui est défavorisé, eh bien, je vais commencer par t'apprendre à ne pas respecter la règle commune. Parce que là, on ne fait qu'aggraver la situation. Donc moi, ce qui me choque, c'est la dispense de concours. Et elle me choque en tant que professeur de droit constitutionnel, parce que j'ai tout de même, dans mon article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, un article qui me dit que tous les citoyens sont égaux aux yeux de la loi et qu'ils sont tous également admissibles aux dignité, place et emploi selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Et donc, quand on déroge ainsi à quelque chose d'explicite dans une constitution qui elle-même traduit la philosophie politique d'un pays, il est normal que cela choque. Et je pense qu'on peut trouver d'autres solutions, et ce que j'ai vu sur le papier concernant l'ESSEC m'a paru tout à fait beaucoup plus convenable. Eric Estlesi. Bon, je suis absolument pas d'accord pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce que fait l'ESSEC, il faut aller au bout de ce qu'il propose, c'est, d'après les mots du président de la conférence des grandes écoles, de la surmusculation intellectuelle qui commencerait dès la seconde et qui se finirait au milieu de l'année terminale. C'est-à-dire qu'en 2 ans, ces élèves se verraient dotés de tous les codes socioculturels pour réussir un concours. Je n'y crois absolument pas. Ce n'est pas en 2 ans qu'on peut résoudre ces difficultés. Par contre... Mais pourquoi vous n'y croyez pas? Parce que de toute façon, les enfants sont jeunes. On commence à préparer sa vie d'étudiant en seconde. Parce que même les élèves venus de milieux plus favorisés, dont je peux vous dire qu'ils ne vont pas nécessairement beaucoup au musée en ce moment. Il y a un problème de sécession culturelle de la jeunesse en général. Donc, de ce point de vue-là, un certain nivellement par le bas est en train de se produire, et qu'on en prenne au sortir de la seconde un certain nombre dont on sait que les parents ne peuvent pas, si vous voulez, les aider et jouer le rôle que de toute façon l'école a cessé de jouer pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, parce qu'il faut surtout pas qu'elle soit anxiogène. Alors, en seconde, bah oui, c'est quand même le moment où on commence à s'éveiller aux choses, non? Oui, parce que la méthode qui est utilisée est à mon avis pas séduisante. C'est-à-dire qu'on demande à des élèves de l'ESSEC ou à des professeurs ou à des gens qui gravitent ou qui ont gravité autour de l'ESSEC d'aller dans les écoles et de transmettre ces fameux codes socioculturels. On verra sur le terrain, mais je crois que la réalisation pratique sera beaucoup moins séduisante que ce qu'il y a sur le papier. Pour revenir à l'expérience Sciences Po, comment expliquer dès lors, en les privant de concours, qu'ils aient des résultats absolument comparables à ceux qui passent par le concours? Comment l'expliquer, si ce n'est par le fait que le concours introduit une sélection sociale, ni plus ni moins? Pourquoi a-t-on besoin, la question est simple, pourquoi a-t-on besoin d'un concours pour sélectionner les élèves les plus méritants?
Attendez, alors là, je reviens. C'est une question très importante. Anne-Marie Le Pourrier. Alors deux choses une, effectivement. Arrêtons-nous à cette question. Si nous regardons le système de Sciences Po, si vous prétendez qu'effectivement, ceux qui ont été recrutés comme ça, qui n'étaient donc soi-disant pas capables de faire une dissertation et donc d'argumenter, si j'en crois ce que vous dites sur les dissertations. Bon. Si en 2 ans, ils ont les mêmes résultats que les autres, alors de deux choses. Une, c'est terrible. Soit le concours de Sciences Po est bidon. Soit il y a des résultats bidonnés quelque part. Parce que alors, vous nous dites que ceux des SEC n'ont pas le temps en 2 ans d'apprendre des choses, et là, eux, ils apprennent tout en 2 ans à Sciences Po. Vous n'avez pas regardé les résultats de Sciences Po. Les résultats sont absolument comparables. Il y a aujourd'hui, on a les résultats sur 3 générations. On a 87 élèves qui sont issus des ZEP qui n'ont pas passé le concours, et ils ont exactement le même pourcentage à l'intérieur de Sciences Po que les élèves qui sont passés par le concours. Donc le concours ne sert à rien. Oui, mais est-ce que ça voudrait dire... Non, justement, je voudrais comprendre bien la portée de votre critique, Éric Keslacy. Parce que est-ce que ça voudrait dire que nous aurions intérêt, désormais, à supprimer au maximum des examens et des concours qui n'auraient, comme le disait autrefois Bourdieu, pour mérite que de sélectionner non pas les plus méritants, mais les plus richement dotés en capital culturel, déjà là, familial et compagnie. Donc, à ce moment-là, on pourrait évidemment choisir d'en finir avec le baccalauréat, le concours de Sciences Po et d'autres concours, et matiner la sélection en prenant un peu de contrôle continu, un peu, si vous voulez, aussi de réalité sociale, et ainsi arriverait-on à produire des élites, disons, plus conformes à la réalité démographique d'aujourd'hui et sociologique d'aujourd'hui. Et est-ce que vous allez jusque-là? Non, je ne vais pas jusque-là. Il ne s'agit pas de supprimer le concours, il s'agit de le réformer. Il s'agit, à mon avis, effectivement, d'introduire des éléments qui permettront à des élèves qui connaissent un peu moins bien les codes socioculturels que les autres, de réussir. Et je voudrais juste ajouter là-dessus que je ne crois pas qu'ils ne sont pas capables de faire une dissertation. Je n'ai jamais écrit ça. Je dis qu'ils sont moins capables que les autres. Et comme on est dans un système de concours, ça suffit à les exclure. Alors, moi je voudrais savoir, et c'est une question que je vous pose à tous les deux, qu'est-ce qu'on peut appeler code socioculturel? C'est-à-dire, qu'est-ce qui relève de code socio-culturel et qu'est-ce qui peut relever simplement du contrôle objectif des connaissances? Où mettez-vous la ligne de démarcation entre l'un et l'autre? Parce que là, est-ce que c'est la dissertation qui est du code du socio-culturel? Est-ce que le questionnaire à choix multiples nous met à l'abri des codes socio-culturels? Mais à quel prix? Je voudrais vraiment savoir le contenu que vous donnez à une notion comme celle-là.